Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey d'e-commerce nation et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Louis Chatriot, cofondateur et CEO d'Alma. Donc bonjour Louis et bienvenue. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et nous retracer un petit peu ton parcours ? Ouais, avec plaisir. Bon, je vais aller très vite. Moi, à la base, j'ai un parcours du monde du paiement. Moi, je suis développeur. Donc, j'ai commencé ma carrière en créant une boîte, en étant directeur technique de cette boîte, donc une boîte consumer web dont la plupart des gens, voire toutes les personnes qui nous regarderont, n'ont pas entendu parler. J'ai revendu cette boîte pour en rejoindre une deuxième qui était plus dans le B2B, mais dans la mobilité. On faisait, en 2 mots, des technologies d'autopartage pour flotte d'entreprise. Et ensuite, j'ai rejoint, et là on arrive dans le monde du paiement et on va commencer à s'approcher d'Alma, j'ai rejoint Stripe en 2016 dans un rôle de direction de pays. Donc j'ai lancé le business de Stripe en Italie. Stripe, j'imagine que tout le monde connaît, c'est un PSP américain qui a pas mal de spotlight. Et c'est en étant chez Stripe que j'ai vu le besoin en France d'une boîte comme Alma. En fait, chez Stripe, on avait évidemment beaucoup de commerçants qui nous demandaient des solutions de paiement plusieurs fois, secteur que je connaissais assez mal en fait. À l'époque, simplement quand tu as des dizaines de marchands qui viennent te voir toutes les semaines pour te poser la même question, il y a un moment, il faut y répondre. Et la réponse qu'on a voulu donner, c'est, nous, Stripe, on va trouver un partenaire pour les accompagner, sauf qu'en fait, on n'a trouvé aucun partenaire qui marchait pour nous parce que Stripe, c'est une boîte qui bosse beaucoup avec des PME, et que toutes les entreprises qu'on avait été voir, toutes les entreprises, en fait, toutes les banques qui proposent des solutions, nous disaient toutes la même chose. On est ravis de bosser avec Stripe, mais on ne peut pas bosser avec les petites boîtes. On ne bosse pas avec les PME. Le problème, c'est que les PME, c'était plus de la moitié la moitié du marché français en volume du retail. Donc, quelque part, nous, c'était embêtant de ne pas pouvoir adresser cette partie du marché. Et une chose en demandant une autre, j'ai décidé de quitter Stripe pour créer Alma, avec un angle résolument PME à l'époque, au tout début, c'est-à-dire on va faire du paiement plusieurs fois pour les petits commerçants et simplement on a eu de plus en plus de demandes de commerçants de plus en plus grands qui nous ont appelés, qui ont dit en fait nous aussi ça nous intéresse parce qu'en fait vous n'êtes pas en train de juste vous adresser aux PME, vous adressez aussi à tous les clients, vous avez une expérience client qui nous paraît beaucoup plus fluide que ce qu'on va trouver ailleurs, vous avez plus d'acceptation, donc en fait nous aussi on a envie d'en profiter et on a commencé à travailler avec des entreprises, tu vois, comme Kousmeti, comme l'a fait Marabouté, comme GoSport, donc des boîtes de plus en plus grandes et ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, on est un acteur du paiement plusieurs fois. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu le concept d'Alma et sa valeur ajoutée sur le marché, justement ? Ouais. Le concept, ce serait un peu prétentieux pour nous, parce qu'on n'a pas inventé, c'est-à-dire que le paiement plusieurs fois, ça existait vraiment longtemps avant qu'on lance Alma. L'idée, elle est assez simple. En tant que commerçant, tu permets à tes clients de te payer en plusieurs fois, et donc assez naturellement, tu vas mettre tous tes indicateurs au vert, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton taux de conversion client, forcément, des clients peuvent s'offrir ce que tu as à vendre. Tu vas augmenter le panier moyen. En fait, tu vas faire de la montée en gamme. Tout à coup, en tant que client, tu peux t'acheter le vélo à 1 000 € qui te fait vraiment envie versus celui que tu pouvais t'acheter si jamais tu n'avais pas accès au paiement fractionné. Du coup, forcément, ton stock va tourner plus vite. Comme tu augmentes en fait, tes ventes, tu fais tourner ton stock plus vite. Donc, tu baisses tes coûts de stockage et tu augmentes ta satisfaction utilisateur. Tes clients, ce qu'ils veulent, c'est chez toi en tant que commerçant et e-commerçant, c'est avoir à leur disposition les méthodes de paiement qui leur vont, parmi lesquelles le paiement plusieurs fois est demandé par plus de 60% des clients. Donc quelque part, tu augmentes ta satisfaction, donc tu augmentes le repeat business. Ton client, il est heureux, il revient. On sait bien que dans le e-commerce, ce qui est très important, c'est de faire de la fidélisation, puisque ta première vente, très souvent, en fait, tu la payes à Google et Facebook en pub. Donc toi, ce que tu veux, c'est pas la première vente, c'est la première vente, la deuxième, la troisième, etc. Donc tu veux donner au client le service qu'il te demande, et un de ces services, c'est évidemment pas tout ce qu'il demande, mais un des services qui est le plus demandé, c'est le paiement fractionné. Et donc nous, c'est ça qu'on amène aux commerçants et donc évidemment en miroir à leurs clients.
Mhm. Et j'ai également vu, en faisant un peu mes recherches, et là, quand on reparle, ça saute clairement aux yeux que vous êtes attaché un peu aux PME, aux TPE, et que du coup, vous cherchez à devenir vraiment un point central avec les commerçants. Du coup, pourquoi cette volonté de remettre la finance au service du commerce et non pas l'inverse? Ouais, c'est intéressant parce que là, tu touches vraiment du doigt je dirais, l'ADN d'Alma, c'est-à-dire que effectivement, si on prend un petit peu on va reparler commerce, mais si on prend un petit peu de hauteur là-dessus, on se rend compte de quoi? Que la finance est quelque chose qui est excessivement utile, c'est-à-dire que la finance, c'est ce qui nous permet à tous de prendre les crédits, que ce soit crédit immobilier, crédit auto, crédit d'équipement électroménager et autres. C'est aussi ce qui peut être financé, hein, c'est d'où le terme. La plupart des grands projets, que ce soit des autoroutes, des ponts, enfin un peu là, si tu veux, l'économie aujourd'hui n'aurait pas du tout la même tête si jamais le secteur financier n'existait pas. Et pourtant, c'est un secteur qui ne déclenche pas l'amour des masses, pour le dire assez simplement. Et donc il y a un mismatch en fait, assez étonnant entre l'utilité d'un secteur, extrêmement utile, et ce qu'en pensent les consommateurs. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que la grande raison, c'est que souvent la finance a vu justement le monde comme étant entre guillemets à son service, c'est-à-dire une manière tu vois, de faire du profit. Alors, j'ai rien contre le profit, hein. Le but d'Alma, c'est clairement de gagner de l'argent. Mais nous, on considère en tout cas chez Alma que notre métier, c'est bien sûr de faire une entreprise qui est absolument rentable, profitable, mais on veut le faire en faisant en sorte que les gens qui travaillent avec nous gagnent aussi. D'accord ? Donc, on ne met pas le commerce au service de la finance, on remet la finance au service du commerce, c'est-à-dire on utilise notre expertise à la fois technologique, financière, notre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire de créer une solution de paiement plusieurs fois pour la mettre au service du commerce, donc du plus grand nombre. Et là, on revient sur ta question qui était les PME, TPE. Pourquoi ? Bah, écoute, parce que tout simplement, on parle de quasiment la moitié du retail. Et que pour nous, mettre la finance au service du commerce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire notamment le mettre, ce genre de produit, dans les mains du plus grand nombre, c'est-à-dire accepter le plus possible de commerçants, dont les petits qui sont souvent laissés pour compte, pas que les petits, mais dont les petits, également accepter le plus grand nombre de clients. Et donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, augmenter le taux d'acceptation. Comment est-ce qu'on fait pour évidemment apporter le plus de valeur aux commerçants et aux clients ? C'est bien entendu en acceptant le plus grand nombre de clients possible. Mmh. Et justement, par rapport à ça, j'avais aussi une autre question. C'était quelle différence, toi, tu fais un peu par rapport au paiement fractionné, donc en plusieurs fois, et un crédit à la consommation? Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'on rentre encore dans les sujets financiers. Intrinsèquement, en fait, ces deux produits qui sont... Alors, ça reste des produits de crédit, hein, in fine, tu es quand même en train de, pour le dire en termes un peu financiers, tu fais voyager de l'argent dans le temps. Donc, dans les deux cas, on va dire que c'est pareil, mais la grande différence, alors la première, c'est que, et qui est fondamentale, c'est que le paiement plusieurs fois, c'est un crédit affecté. Donc, un crédit affecté, c'est un crédit que tu prends pour l'achat d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire qu'au moment où tu prends ce crédit, tu sais pourquoi tu vas l'utiliser. D'accord ? Et donc là, pour le coup, c'est très différent d'un crédit conso classique qui est souvent non affecté. C'est une réserve d'argent, c'est-à-dire tu vas emprunter 5 000 € et en fait, on va simplement regarder ta solvabilité. Il n'y a pas de notion de quel produit est mieux que l'autre. Hein, chaque produit à son usage. Mais l'avantage du crédit affecté, du coup, c'est qu'évidemment, c'est un type de produit qui est, je dirais, intrinsèquement, j'allais dire plus responsable, c'est pas exactement ça, mais qui, tu sais, il est fléché quelque part, tu sais à quoi il va servir. Donc ça, c'est une très grande différence, et nous, on ne fait que ça, on ne fait que du crédit affecté. Ensuite, dans le paiement fractionné, l'autre différence, c'est bien sûr la durée, c'est-à-dire que nous, c'est des crédits extrêmement courts, on fait du paiement en 3-4 fois. On va lancer prochainement des solutions plus longues, du paiement en 12 fois, paiement en 24 fois, en 36 fois, pour des achats plus importants que tu veux étaler sur plus de temps. Mais sur le paiement fractionné, qui correspond à peu près à 80% des volumes de nos commerçants, sur les paiements fractionnés courts, si tu veux, voilà, on est sur les 3-4 mois. Donc en fait, on est entre le crédit et le paiement. On n'est pas à 100% dans le crédit, c'est notre différence. Mmh. Et tu étais revenu aussi sur l'aspect des consommateurs, qu'ils étaient remis au centre, enfin que les marques devaient remettre au centre les consommateurs, et ils sont de plus en plus exigeants, que ce soit sur la qualité des produits ou des services proposés par les entreprises. Est-ce que tu penses justement que le paiement fractionné, ça peut améliorer l'expérience d'achat vécue par les consommateurs de plus en plus exigeants ?
Oui, absolument. C'est intéressant parce que tu reviens sur la notion de donc, remettre encore une fois la finance du commerce. Et le remettre est intéressant aussi. Peut-être, je fais une petite aparté, mais quelque chose qui est assez peu connu, c'est que en grande partie, la finance en fait a été créée par le commerce, pour le commerce. Si tu retournes un peu aux origines, notamment alors pas les premiers, mais on va dire parmi les premiers produits financiers et d'assurance, c'était, tu sais, les grandes expéditions dans les Indes où tu crées un bateau pour aller l'envoyer acheter des épices dans les Indes. Et ça, en fait, ça coûtait beaucoup d'argent et surtout, il y a beaucoup de risques parce que tu avais des tempêtes, les pirates. Enfin, en gros, potentiellement, ton bateau, il ne rentrait pas. Et les premiers produits d'assurance ont été créés pour assurer justement ces voyages, pour se dire on va se mettre à plusieurs pour partager le risque. Donc le gain sera peut-être plus bas, mais par contre le risque aussi sera beaucoup plus bas. Perdre un bateau, ça me met sur la paille. Par contre, perdre un dixième ou un centième d'un bateau, beaucoup moins. D'accord. Donc c'est intéressant. Se remettre, il est très historique. Après, je pense qu'une autre trend historique, c'est ce que tu mentionnes, c'est-à-dire le consommateur qui est de plus en plus exigeant. Et ça, c'est vraiment assez fascinant parce que il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, en gros, tu avais en tant que consommateur assez peu de choix. Et quelque part, tu étais assez captif, assez passif, c'est-à-dire que tu avais le choix entre A, B, C, tu choisissais entre finalement, tu n'avais pas beaucoup de pouvoir si tu veux, tu n'avais pas beaucoup de pouvoir sur la manière dont les marques créaient leurs produits. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit une explosion de la créativité. Le pouvoir est clairement revenu aux consommateurs. Et tu vois notamment toutes ces fameuses DNVB, donc toutes les marques retail digital native qui ont été créées dans les 10 dernières années, sont des marques qui se démarquent, sans mauvais jeu de mots, énormément de leurs prédécesseurs par leur obsession du client et leur capacité à écouter les clients et à créer ce qu'ils veulent. Je vais prendre un seul exemple que tout le monde connaît, Cézanne. Voilà, Cézanne, c'est juste une des success stories les plus phénoménales. Et si tu veux, leur approche produit est clairement extrêmement différente. On sent qu'il y a beaucoup plus de connivence entre leurs clients que, encore une fois, des marques plus anciennes, quoi. C'est une nouvelle manière de faire du retail. Et donc, ce consommateur, il commence à s'y habituer. Il commence à être de plus en plus exigeant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le consommateur, maintenant, il veut du choix. Il veut beaucoup plus de choix. Il veut de la qualité. Il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on prenne en compte ses retours. Il veut avoir les options de livraison qui lui correspondent le plus et pas de devoir rester chez lui toute la journée à attendre un colis. Il veut pouvoir payer comme il l'entend. Ça veut dire peut-être payer par carte, peut-être je vais payer par PayPal. Encore une fois, peut-être je vais payer en plusieurs fois. Donc si tu veux, Alma s'inscrit dans une tendance qui est beaucoup plus large que même juste le paiement plusieurs fois, qui est le consommateur en veut toujours plus. Comment est-ce que nous, on aide les commerçants à satisfaire ces exigences montantes du consommateur? Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule réponse. Le paiement plusieurs fois, évidemment, c'est qu'une partie de l'équation, mais c'est une autre partie de l'équation. Oui, par exemple, sur les sites de e-commerce qui donnent le choix au consommateur, par exemple, de prendre un paiement en 4 fois, par exemple, sur un site qui le propose, sur 100 achats, est-ce que toi, tu as une idée un petit peu de combien, finalement, vont réellement opter pour ce choix? Oui, absolument. Plus qu'une idée, c'est quelque chose qu'on mesure, évidemment. Alors, il y a pas mal d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a des industries sur lesquelles le paiement plusieurs fois va être beaucoup plus utilisé que d'autres. Un des cas extrêmes étant par exemple la téléphonie ou les vélos haut de gamme. Ça, c'est deux cas où effectivement c'est très très utilisé. On voit assez souvent même des taux de pénétration à plus de 50%, c'est-à-dire que littéralement plus de la moitié des achats vont être financés par du paiement en 3-4 fois. En moyenne, on tourne autour de 20%. Des clients qui vont opter pour cette solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça concerne tous les types de commerçants. C'est-à-dire que ça va être, sauf évidemment si ton panier moyen c'est 10 €, le paiement 3-4 fois ne va pas être très intéressant pour toi, mais dès que tu vas monter en panier moyen, tu vas avoir, quel que soit le produit ou le service que tu vends, que ce soit, tu vois, équipement sportif, de la mode, que ce soit, même parfois ça peut être des services type services vétérinaires, qui coûtent un peu d'argent. En fait, tu as une vraie demande du client pour le paiement fractionné. Donc un vrai besoin pour les commerçants de répondre à cette demande. Et c'est à la fois sur toutes les industries, mais aussi pour tous les types de clientèle. Quelque part, il y a un peu une image d'Épinal. Est-ce que le paiement plusieurs fois, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas trop de moyens? La réponse est non, ça dépend surtout de l'adéquation de tes moyens avec ce que tu achètes. C'est-à-dire que tu as un vélo à 2000 €, je veux dire, même payé en 3-4 fois, ça reste des grosses mensualités. Donc évidemment, c'est très utile. Et puis évidemment aussi, tu as une image de marque qui est en train de changer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que du coup, on voit, nous, mais tous les jours, des marques
qui, il y a 1 an ou 2 ans, ne se voyaient même pas proposer le paiement plusieurs fois, dire aujourd'hui, mais en fait, c'est une demande de mes consommateurs. Et nous, quelque part, chez Alma, on a mis beaucoup d'efforts sur le fait de créer une solution de paiement plusieurs fois qui était, qui traite le consommateur avec beaucoup d'égards, c'est-à-dire à la fois une expérience d'achat vraiment très, 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 très propre, avec une très belle, très fluide, tu vois, qui va vite, ça se passe bien, mais aussi après. Donc il y a le pré-achat, puis il y a le post-achat. Dans le post-achat, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si y a un problème, qu'est-ce que j'ai un consommateur qui doit décaler une échéance parce qu'il lui est arrivé, je ne sais pas, sa voiture est cassée, il a dû dépenser chez le garagiste et du coup il ne peut pas rembourser une échéance. Qu'est-ce que Alma peut faire là? Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour être très collaboratif avec le client? Comment est-ce qu'on fait pour l'aider? Si jamais on sent que le client est de bonne foi, on ne va pas essayer de l'enfoncer. Au contraire, on va tenter de trouver des solutions, on va repousser une échéance sans frais pour lui. Et l'idée, évidemment, c'est encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on remet la finance au service du commerce, c'est-à-dire qu'on va aider le client. Évidemment, on veut être payé, mais ça ne sert à rien d'aller taper sur quelqu'un qui a eu des problèmes. C'est beaucoup mieux de chercher des solutions. Et ça, c'est important pour le consommateur, et c'est une démarche, évidemment, pour nous indispensable, mais également, c'est important pour le commerçant. C'est-à-dire que si un commerçant envoie ses clients vers une solution de paiement en 3-4 fois, qui derrière les massacre avec des frais, des pénalités de retard, par exemple, ta satisfaction utilisateur, elle ne va pas rester au beau fixe, évidemment. Et donc, du coup, toi, tu vas le ressentir derrière sur ta fidélité client qui va commencer à baisser. Donc, en tant que marchand, c'est important aussi pour toi de choisir la bonne solution qui traite extrêmement bien tes clients. D'accord ? Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de marques, quasiment dans le monde du luxe, qui traditionnellement étaient assez réfractaires, en fait, qui viennent nous voir pour dire, mais en fait, je commence à comprendre que le paiement en 3-4 fois peut aussi être une expérience d'achat premium, si c'est bien fait. Et moi, ça m'intéresse de le proposer à mes clients. Ok. Super intéressant ce que tu viens de nous dire. Et je vais revenir juste avant ce que tu as dit par rapport justement aux impayés qu'on peut avoir, que les commerçants peuvent avoir, et que justement d'installer une solution en paiement plusieurs fois, ça peut leur faire peur dû à ces impayés et la crise qu'on vient de traverser, que les commerçants sont de plus en plus regardants, notamment sur la trésorerie. Mais du coup, comment on peut les rassurer par rapport à leur dire non, le paiement en plusieurs fois, c'est sécure, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à subir justement les impayés. Oui, c'est une grande demande des commerçants. Du côté commerçant, finalement, le sujet est assez facilement géré, puisque comme nous, on garantit le paiement, mais surtout on envoie l'argent, en fait, le montant total de la commande à la commande. En fait, le commerçant est payé à la commande et nous, on est payé en plusieurs fois. Donc finalement, pour le commerçant, l'impact de la trésorerie, l'impact sur la trésorerie est zéro, il n'y a pas d'impact négatif. Et même d'ailleurs hors Covid, je veux dire, en temps normal, pour un commerçant, la trésorerie, c'est déjà un sujet majeur. Donc de toute façon, il n'y a pas de... c'était indispensable pour nous d'être capable de fournir le montant de la commande tout de suite. Par contre, il y a cette question effectivement sur le client qui est comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu n'as pas un impact négatif sur la trésorerie. C'est-à-dire que le client prend une sorte de microcrédit, ça fonctionne bien si jamais tu ne rentres pas dans le cas extrême du surendettement. Et donc c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, évidemment, quand on a des fraudeurs, on va aller chercher l'argent, c'est hors de question de se faire frauder. Quand on a des clients qui font un achat chez Alma, évidemment, il faut qu'ils nous remboursent, ça c'est normal, mais par contre, on passe beaucoup d'efforts, des personnes qui sont à temps plein chez Alma, pour s'assurer qu'on prête aux bonnes personnes, c'est-à-dire qu'on ne va pas prêter de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser. Parfois, on sait qu'il y a des consommateurs qui vont prendre des mauvaises décisions, et on voit, c'est une partie de notre job, et une partie importante de notre job, c'est comment on fait pour les protéger de ces décisions-là, comment est-ce qu'on fait pour nous leur dire, écoutez, ce n'est pas une bonne idée pour vous de prendre ce crédit, de vous endetter, parce qu'en fait, ce n'est pas dans vos moyens, et nous, on ne va pas vous aider dans cette direction-là. D'accord ? Donc nous, on bosse beaucoup là-dessus, et on travaille après en aval, mais ça, j'ai déjà expliqué. Ça arrive, un accident de la vie, ça arrive à tout le monde. Et donc nous, évidemment, on voit aussi notre travail comme étant cette capacité à être très vraiment dans la collaboration avec le client. Si on voit bien que le client est de bonne foi, que tu vois, il y a une tuile, et ça, encore une fois, ça arrive à tout le monde. Nous, on est là pour en discuter, pour trouver des solutions, pour peut-être repousser une échéance un peu plus loin et s'assurer en gros que ça se passe le mieux possible. L'avantage aussi d'une telle solution, c'est dans les magasins classiques, quand on veut faire un paiement plusieurs fois, il faut ressortir
bulletin de paye depuis des années, notre contrat, notre adresse, notre permis de conduire. Faut faire la queue, ça prend du temps. Et vous, quand on paye sur Internet avec Alma par exemple, sur Internet, ça va extrêmement vite. Comment vous arrivez à scorer comme ça aussi vite la solvabilité ? Une grande question. Alors, heureusement, je suis obligé de te reprendre un tout petit peu, parce que heureusement, quand même, ce que tu dis était assez vrai, l'histoire des fiches de paie, etc., Oui, même sur le paiement fractionné. J'ai un peu exagéré. Ouais, était vrai. Il y a quelques années, pour le coup, c'était vraiment le cas. Il y a encore quelques magasins sur lesquels c'est très lourd, mais honnêtement, au global, quand même, c'est devenu assez léger. Alors, effectivement, oui, c'est encore plus léger chez Alma parce que on a continué à être très obsessionnel de l'expérience, mais voilà, on peut pas accuser nos concurrents d'être non plus dans la lourdeur infinie. Là-dessus, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Sur le paiement 3-4 fois. Oui. C'est moins le cas sur le paiement en 12, 24 et 36 fois, donc le crédit un peu plus long sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va être plus adapté à des achats. Tu vois, tu achètes un vélo à 2 000 €, c'est pas 100% une mauvaise idée de le faire sur un crédit à 24 mois, par exemple. Tu vois, ça te fait un crédit entre 80 et 100 € par mois. C'est parfaitement normal. Sur ce type de produit, effectivement, là pour le coup, il y a encore beaucoup de lourdeur, des demandes de justificatifs socio-professionnels, c'est-à-dire le contrat CDI ou les fiches de paie, peut-être un avis d'imposition, un justificatif de domicile. Là, effectivement, on a encore beaucoup de lourdeur. Et effectivement, nous, on est en train de travailler sur ce type de produits qu'on n'a pas encore sortis, qui vont arriver en 2021, sur une version beaucoup plus allégée. Et là, effectivement, je pense qu'Alma a beaucoup apporté à l'écosystème en termes de fluidité du parcours client sur ces crédits plus longs. Après, comment est-ce qu'on fait pour scorer ? En fait, le but pour nous, c'est d'être capable d'arbitrer du mieux qu'on peut le risque que nous on prend, puisque si un client ne paye pas, in fine, c'est nous qui prenons la perte, et l'obsession que doit avoir tout commerçant et tout e-commerçant, c'est-à-dire le taux d'acceptation. Et la manière dont on fait ça est assez simple, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un formulaire dynamique. Donc au lieu de prendre un formulaire statique, c'est-à-dire je prends mon formulaire d'octroi de crédit et je le mets en ligne, et je propose le même à tout le monde, on a une approche dynamique qui nous permet en fait de demander très peu d'informations en première intention. On va se baser sur les données de la transaction, le nom, le prénom, l'adresse, l'email, le téléphone et évidemment les données de carte, qui est pas de savoir quels sont le type de carte qu'utiliser, quelle est la banque émettrice. On va coupler ça, croiser ces informations avec le montant de l'achat, le type d'achat, le type de commerçant, et là-dessus on va sortir un premier score qui est est-ce qu'on pense qu'on peut avoir confiance. Et la plupart du temps on va déjà dire oui parce qu'en fait on sent que les signaux sont au vert. Parfois, dans une dizaine de pourcents des cas, le signal est plutôt rouge-orange, c'est-à-dire il y a quand même des trucs un peu bizarres, c'est pas un pattern qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, très trivialement, ce type de carte est très peu utilisé pour ce type de montant, c'est un des cas qu'on va regarder. Et là, on va se dire, OK, au lieu de dire non au client, on va dire peut-être. Et on va lui demander de nous donner plus d'informations. Quelque part, on va lui dire, aide-nous à t'aider, nous on a envie de t'aider, mais pour le coup, on ne te connaît pas encore assez, et tu es dans cette espèce de zone grise que j'ai mentionnée. Et donc, on va lui demander, ça peut être par exemple une vérification d'identité, ça peut être un accès au compte bancaire pour nous donner plus de données, des données bancaires, pour connaître tes moyens. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais on sait que dans cette zone grise, on va avoir tout un ensemble de clients, plus de la moitié en fait, qui vont nous donner accès à ces données et qu'on va finir par pouvoir accepter. Et donc du coup, on a un peu le meilleur des deux mondes parce qu'on évite de demander énormément de données personnelles à tout le monde, parce qu'il y en a plein pour qui ce n'est pas nécessaire, et donc du coup on optimise le taux d'acceptation pour le commerçant, et dans l'autre sens, pour les personnes sur lesquelles le petit jeu de données initial n'est pas suffisant, on leur donne une chance, quelque part une sorte de rattrapage si tu veux. Là où, a priori, les autres solutions diraient juste, écoutez, non, on va être capable de travailler cette zone grise et donner accès au plus grand nombre à cette solution de paiement, moyennant évidemment quelques informations supplémentaires, mais en général, ces clients-là, ils savent bien qu'il y a un sujet, qu'il y a une question à voir, et ça ne les dérange pas de donner accès à ces datas. Par rapport à l'abandon, aux abandons de panier, c'est quand même assez élevé, je ne sais plus, c'est environ 70%. Et avec le paiement en plusieurs fois, combien vous arrivez à... Enfin, le commerçant va réussir à diminuer un peu ce taux d'abandon ? Oui, alors l'abandon de panier, de toute façon, c'est le sujet numéro un de tout commerçant. Quand tu as payé, encore une fois, quand tu as payé à nos amis de Google et Facebook X euros ton lead et qu'après, il ne finit pas son process, c'est de l'argent que tu as mis dans de l'acquisition client que tu ne revois pas. Donc évidemment, tout ce que tu peux faire pour améliorer ton checkout et diminuer
diminuer ton abandon de panier, tout ça c'est bon à prendre. Le paiement plusieurs fois, évidemment, c'est un des très gros leviers, c'est-à-dire qu'une des raisons de l'abandon de panier, c'est tout simplement non mais en fait j'ai pas les moyens, c'est une folie, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Là aussi je pouvais le payer en 3-4 fois, là je pourrais sauter le pas parce que là pour le coup c'est raisonnable. Et donc c'est un des gros leviers. Est-ce que tu peux le mesurer? C'est extrêmement dur, mais quand tu fais 20%, tu vois, quand 20% de tes ventes en tant que commerçant passent sur le paiement en 3-4 fois, évidemment tu te doutes bien que c'est un impact massif sur l'abandon de panier et sur la réassurance du client pour qu'il aille jusqu'au bout. Pour les commerçants, il y a pas mal de moments clés dans l'année, ce qu'on appelle typiquement les peak season. Donc là, on sort tout juste de la fin des soldes. Et vous, qu'est-ce que vous avez constaté un peu de cette période? Oui, donc on sort effectivement de la période des soldes qui a commencé là, il y a quelques semaines. Écoute, c'est pas super bien passé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu, et c'est vrai, nous on ne voit pas toutes les ventes de nos commerçants, mais forcément, le pourcentage des ventes qui se fait sur Alma étant relativement stable, on peut savoir si tel ou tel temps fort commerce se passe bien. Et ce qu'on a vu sur les soldes, c'est que la première journée a été vraiment très bonne. Donc vrai gros pic de vente avec l'effet d'appel habituel des soldes, c'est-à-dire tout le monde qui va se ruer dans les magasins et sur les sites e-commerce pour profiter des bonnes affaires. Et après, pour le coup, par contre, ça s'est tassé assez vite. Donc on a vu que en fait, l'effet des soldes global a été assez faible. Toujours un peu dur à interpréter, mais probablement parce qu'il y a pas mal d'autres temps forts en fait, qui sont un peu multipliés ces dernières années, comme par exemple les ventes privées, qui font que les soldes ne sont plus le seul événement où tu peux acheter des belles pièces à prix réduit. Et quelque part, voilà, nous ce qu'on essaie de voir, c'est à quel point on peut aider nos commerçants avec le paiement fractionné, c'est-à-dire permettre au client final de ne pas devoir attendre les soldes pour s'offrir ce qu'il veut, parce que c'est toujours un peu la même chose, si tu dois attendre pendant 3 mois, c'est quand même un peu frustrant. Et donc quelque part, ce qu'on voit, qu'on n'a pas vraiment quantifié, mais qu'on voit chez la plupart de nos commerçants, c'est que le paiement fractionné, c'est aussi un levier pour vendre à plein tarif, pour permettre de vendre avant les soldes. Ce qu'on a vu aussi, si on vient un petit peu en arrière, donc l'autre grand temps fort, il y a Noël, et puis encore un peu avant, il y a Black Friday. Peut-être je le mentionne parce que c'est assez intéressant. On te rappelle, le gouvernement avait changé d'avis, avait demandé en fait aux commerçants de repousser Black Friday d'une semaine. Nous, ce qu'on a vu, c'est que du coup, il y a eu 2 Black Friday. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de commerçants qui se sont dit, en fait, moi j'ai tout prévu, j'ai tout préparé, j'ai toute la campagne de promo, tout est prêt. Honnêtement, je ne vais pas me taper de tours décalés. Donc on a eu un premier Black Friday à la date qui était prévue, très gros pic de vente de nos commerçants, et puis derrière le Black Friday officiel, où du coup les commerçants sont remis sur l'opération, on se dit tiens, on va le refaire une fois. On sort évidemment dans un contexte qui est compliqué, où il y a eu beaucoup de commerçants, notamment les magasins, les boutiques physiques qui ont dû fermer pendant longtemps, donc autant dire qu'ils avaient du stock, et ils n'avaient qu'une envie, c'était de le vendre. Et ce qui fait qu'on a vu ce deuxième pic, donc on a vu un truc qu'on n'avait jamais vu avant, un double Black Friday. Et c'est les mêmes commerçants qui ont fait les 2 Black Friday? On a eu tout. On a eu des commerçants qui ont fait l'un et pas l'autre, ou l'autre et pas l'un. Puis on a eu aussi effectivement beaucoup de commerçants qui ont fait les deux. C'est toujours la même chose, dans ce contexte qui est quand même assez compliqué. Et en tant que commerçant, on te donne l'occasion, la double occasion, si tu veux, d'en profiter. Finalement, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas le faire. Et tu me disais que pour toi, les soldes, ça ne s'était pas super bien passé. Mais comment les commerçants ils vont pouvoir rattraper un peu cette période qui n'était pas... qui est censée être une période de vente et qui là finalement ne l'a pas été. Comment ils vont pouvoir un peu rattraper ça? Je pense que, alors ça pour le coup malheureusement j'ai pas de boule de cristal et personne ne l'a, mais l'espèce d'espoir qu'on a chez Alma, c'est effectivement que, et je pense qu'on n'est pas les seuls, que la crise passe entre guillemets. On voit quand même en gros qu'il y a beaucoup d'efforts côté gouvernement. Ça peut-être qu'on peut même le saluer sans aucune coloration politique, mais le PGE, c'est un truc qui a fonctionné. Les faillites d'entreprise, on a réussi à en éviter beaucoup. On n'a pas tout évité, il y a quand même eu de la casse, mais on a réussi à en éviter beaucoup. Nous, par exemple, chez Alma, on parlait tout à l'heure du scoring. C'est lié au taux de défaut, c'est-à-dire le nombre de clients qui en fait ne peuvent pas rembourser un crédit. Et paradoxalement, on a vu le taux de défaut diminuer. Et c'est dur à interpréter. Je pense qu'il y a une partie de cette interprétation, c'est en fait le Français, le consommateur, il s'est dit attends, en fait, il faut que je fasse attention à mes dépenses
je vais peut-être épargner un petit peu plus, et donc du coup, on a en fait un peu diminué certains achats qui auraient eu lieu sinon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose du point de vue du consommateur, si tu veux. Et de l'autre côté, je pense que ce qu'on se voit, c'est aussi que notamment tout ce qui a été PGE a pas mal aidé, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup moins de licenciements que ce qu'on aurait pu avoir, et ce que d'ailleurs on a observé dans d'autres pays. Et donc, qui dit peu d'augmentation de licenciements, dit forcément des clients qui vont pouvoir continuer à acheter. Et ce qu'on espère, c'est que cette trend elle continue et qu'on arrive à en sortir, tu vois, qu'on arrive à stabiliser un peu la situation, qu'on arrive à en sortir, qu'on garde, enfin qu'on puisse rouvrir les boutiques, qu'on puisse les ouvrir plus tard, qu'on puisse garder les sites de e-commerce ouverts, de toute façon c'est le cas, et en sortir comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi. Nous on n'a pas de conseils particuliers à donner, plus que il faut se à l'écoute parce qu'on va en sortir. Quelque part, le temps joue pour nous, mais voilà, maintenant on attend. Donc là, on est dans les locaux d'Alma. Je voudrais revenir un peu sur l'entreprise, comment ça se passe à l'intérieur, dans les coulisses. Vous êtes 50 employés. C'est quoi un peu la culture d'entreprise ici ? Alors, c'est intéressant, très, très vaste sujet sur lequel je ne pourrais pas répondre des heures, mais en fait, quelque part, quand tu crées une entreprise et quand tu crées la culture d'une entreprise, la question qu'il faut se poser et qui paraît peut-être triviale, mais en fait, qui n'est pas si facile, c'est en fait, c'est quoi le but de l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est quoi la culture qui est compatible, cohérente, tu vois, en adéquation avec ses objectifs d'un côté, et puis évidemment avec la personnalité des fondateurs, puisqu'au début, quand tu n'es que deux, la culture d'entreprise, c'est la culture des deux fondateurs, quand il n'y a personne d'autre. Bon, ça c'est logique. Et donc, le paiement plusieurs fois, c'est quoi ? Le paiement plusieurs fois, c'est quelque chose qui est à la fois très retail, quelque chose de très lifestyle, fashion, c'est un peu les keywords que tu vas entendre. Tu vas entendre les keywords millennials, Gen Z, donc un peu les plus jeunes générations. Quelque part, il faut que ce soit un côté un peu cool, un très beau paiement, si tu veux. Il faut être capable de parler retail. Et donc, il y a une partie de la culture, une grosse partie qui est obsessionnelle du retail. On a beaucoup parlé finance. Alma est vue comme une fintech, mais en fait, nous, on se voit quasiment plus comme une retail tech. C'est-à-dire que, quelque part, ce qui est une obsession pour nous, ce qui est hyper important, c'est de comprendre le retail, le commerce. C'est plus important que de comprendre la finance. La finance, c'est un moyen d'une fin, service du commerce. Et donc, c'est plus important pour nous de comprendre ce que les commerçants veulent, ce dont ils ont besoin, que de bien comprendre ce dont nos partenaires financiers ont besoin. Parce que nous, notre but, encore une fois, c'est d'offrir la meilleure solution. Donc, il y a un côté retail. Puis après, il y a un côté, tu es quand même en train de faire du paiement, tu fais de la finance, donc il y a un côté quand même extrêmement sérieux. C'est-à-dire que nous, on travaille avec l'argent des clients, des commerçants. Il est hors de question d'avoir un problème, de l'argent qui est en train de se perdre dans les tuyaux. Les commerçants nous font confiance sur leur flux financier. Ça s'impose un niveau de rigueur qui est sans commune mesure avec ce que tu as trouvé chez beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas un jeu de valeur, mais simplement, quand tu travailles encore une fois avec l'argent des gens, tu dois être extrêmement sérieux. Et donc du coup, en fait, on a voulu créer une culture qui était une culture qui nous permettait d'être à la fois très bon dans le commerce, de vraiment comprendre ça, et d'être extrêmement sérieux. Tu vois. Et donc quelque part, Alma, c'est peut-être une start-up un peu plus, peut-être un peu plus ennuyeuse que la moyenne quand tu es à l'intérieur, parce qu'on est peut-être moins dans le fun, moins dans certaines images d'Épinal que tu vois en start-up, de baby-foot et autres choses de ce type-là, et plus dans en fait, on est une entreprise qui commence à avoir pas mal de caractéristiques communes avec une banque, et ça pousse un niveau d'exigence. Alors du coup, tu vas retrouver des valeurs de type obsession de l'impact, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on fait pour vraiment aider. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu mets dans l'entreprise, c'est ce qui en ressort. Donc tu peux travailler 100 heures par semaine et ça ne sert à rien, ou 40 heures par semaine et avoir un impact fou parce que tu travailles sur les bons sujets. Quels sont les bons sujets ? Comment est-ce qu'on choisit nos sujets ? Tu vas retrouver des valeurs comme la franchise radicale, c'est-à-dire cette capacité à se dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas attendre en fait, qu'une situation ait dégénéré pour se parler. Et qui est couplé avec une autre valeur qu'on appelle la bienveillance, qui peut être vue d'assez loin comme étant, oui, effectivement, la bienveillance, tout le monde dit qu'il est bienveillant, mais en fait, qui est le pendant, qui est le revers de la pièce de la franchise radicale, c'est-à-dire qu'être franc sans bienveillance, c'est de la pure agression, si tu veux. Être bienveillant sans être franc, ça ne sert pas à grand-chose, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est gentil, mais quelque part, ça n'avance pas. Donc en fait, tu as besoin des deux. Pour avancer, tu as besoin d'avoir une certaine agressivité interne, cette capacité à se lever le matin, à vraiment être là pour réussir,
pour faire ce qu'on a à faire et pour le faire bien, tout en créant une ambiance de travail extrêmement inclusive qui permet de se parler, qui va te parler des problèmes rapidement. Et j'insiste là-dessus parce que tu vois, ce qui fait beaucoup de mal aux entreprises, mais du coup à leurs clients, c'est quand tu as un non-dit. Quand tu as un problème, tout le monde sait qu'il y a un problème, les gens ne s'en parlent pas parce qu'ils ont peur de se froisser ou parce que quand on parle à un tel, en fait, tout à coup il s'énerve et il veut pas discuter de ça. Et le problème, c'est que ça pose évidemment déjà, ça fait des ambiances de travail qui sont assez difficiles, honnêtement, pas très agréables. Mais pour les clients derrière, ça veut dire que toi, en tant que commerçant, ton bug, il n'est pas corrigé. Et donc, toi, en tant que commerçant, tout à coup, ton dashboard Alma, il ne s'ouvre plus ou telle page du dashboard ne fonctionne pas, tu ne peux plus rembourser tes clients. Tout ça parce qu'à l'intérieur d'Alma, tu n'as pas la bonne culture, les gens ne se sont pas parlé, donc du coup, ils ont commencé à ne pas résoudre les problèmes. In fine, l'important pour nous, c'est de créer une culture qui évite ce que je viens de décrire et qui permet de parler des problèmes de manière extrêmement décomplexée, extrêmement rapide, pour pouvoir résoudre les problèmes, parce que des problèmes, il y en a, évidemment, aucune entreprise n'est parfaite, et je ne vais pas prétendre qu'à Alma, tout se passe bien. Il y a évidemment régulièrement des choses qui se passent mal. C'est plus la capacité à bien réagir quand ça se passe mal, qu'à prétendre que tout va toujours très bien, quand ce n'est pas le cas. Ok, très intéressant. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Écoute, c'est un peu, on a fait quand même un bon tour d'horizon de tout ça. Donc nous, ce qui est intéressant, enfin, je vais revenir. Hein, le mot de la fin, c'est quoi ? C'est Alma est là pour aider le commerce. On est ravis, du coup, évidemment, déjà de se faire contacter par des commerçants, mais aussi des clients. Et puis, même ne serait-ce que pour répondre à des questions, s'il y a des feedbacks, des retours sur le produit. On est toujours ravis de parler aussi à des utilisateurs de la solution pour qu'ils continuent à nous dire ce qu'ils en pensent et qu'ils continuent à nous aider, à nous améliorer et à les aider. On considère, et peut-être on peut finir là-dessus, effectivement, le why d'Alma, le pourquoi, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est ce qu'on appelle en interne just fix it, c'est-à-dire quand on voit quelque chose qui n'est pas optimal, on a envie de le corriger. Et on ne prétend pas être parfait, encore une fois personne ne l'est, mais par contre on prétend se lever tous les matins avec l'obsession de voir ce qui n'est pas parfait, ce qui peut être amélioré, et de l'améliorer encore et toujours. Tu vois, c'est vraiment ça qui nous fait notre driver. Hein. Et donc du coup, encore une fois, tout retour sur la solution, tout feedback, positif ou négatif, on est ravis de l'avoir parce qu'on ne pense pas qu'on est parfait et par contre on est ravis de se diriger vers ça et d'être aidé là-dessus. Merci Louis. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.